Bonjour. Bonjour monsieur. Ça s'entend pas, mais où est-ce qu'on est? On est à Arles. C'est le festival de la photo, les rencontres de la photo annuelles, C'est la grand-messe. chaque année. Avec un peu de rock and roll. Et ça fait pas de mal. Merci à vous, merci beaucoup. Hop là, voilà, j'ai piqué le micro déjà, je ne peux pas m'en empêcher. Je voulais absolument vous accueillir et souhaiter à notre panel prestigieux la bienvenue pour parler de cet engagement en photographie. Merci à vous tous, une fois de plus, d'être absolument partout. Le don d'ubiquité, c'est pas nous qui l'avons, mais c'est vraiment vous. On vous retrouve dans des inaugurations dans les églises, ici à suivre l'ensemble des conférences. J'espère ce soir au Théâtre Antique, mais vous avez vu que plus vous arrivez à être partout, plus on arrive à démultiplier les événements. Donc j'espère que vous arriverez à tout suivre. Il y en a plus de 150 cette semaine. Ce festival, c'est le vôtre. Bienvenue à vous tous. Et merci de fêter avec nous cet anniversaire qu'on attendait avec impatience. Voilà. Ce sont les 10 ans du réseau Diagonal. Que vive la photographie ici et sur tout le territoire national. Voilà un bel engagement. Au micro, Alexandre Hérault, Alex, en roue libre, pour ceux qui connaissent l'expérience du podcast des festivals et des événements culturels entamés il y a un an. On va parler toute cette heure depuis la cour Fanton, ici dans l'épicentre des rencontres de la photographie d'Arles, sous le cagnard, et puis on dit aussi qu'il y a une menace d'orage, fantôme un peu. On est aux premières heures de cette semaine d'ouverture de la 50e édition d'un festival qui, depuis sa naissance, n'a eu de cesse d'être le lieu des débats, des interrogations, voire même des scandales. Et nous, on va parler de l'engagement. L'engagement d'un réseau, c'est le réseau Diagonal auprès des photographes, bien sûr, et l'engagement qui devient, c'était un prolongement naturel, la thématique d'un programme passionnant, un programme foisonnant, concocté pour célébrer le 10e anniversaire de la création de Diagonal et irriguer toute la France pendant 6 mois, à partir de septembre. 21 expositions et actions, je crois. 21, c'est presque autant que le réseau Diagonal compte de membres. 23. Cette table ronde, c'est aussi l'occasion de parler de la philosophie et peut-être des raisons d'être d'un réseau très identifié auprès des professionnels et qui est soutenu par le Centre national des arts plastiques dans cette programmation qu'on va découvrir et qu'on va dévoiler, car cette rencontre à Arles, c'est le premier acte public, qu'on se le dise, des 10 ans du réseau. Et nous sommes ici aussi pour parler de l'engagement des photographes dans leur travail, aujourd'hui de plus en plus difficile, de plus en plus précarisé, et donc de dresser un état des lieux politiques et artistiques de la photographie en France. Tout cela en 1 heure, c'est un leurre. Quelque chose me dit que ces 60 minutes ne nous permettront pas d'épuiser le sujet, mais on va en esquisser les contours, je m'y engage. Plusieurs pistes s'offrent à nous pour entamer ce parcours. Je choisis la plus conventionnelle, un tour de piste, car cette table, vous le voyez, nous sommes nombreux et les énergies sont palpables. Alors, ne pensez pas que seulement le protocole m'a guidé vers cette première apostrophe, mais il vous revient naturellement, puisque vous en avez la charge, vous êtes son directeur depuis sa naissance, Éric Gaudimard, de nous exposer Diagonal, en plein et sans délier. C'est quoi? Et qu'est-ce qui a présidé peut-être à sa création il y a 10 ans, dans ce lieu exactement? Enfin, peut-être pas ici dans la cour Fanton, mais à Arles. Alors, je ne suis pas le directeur, j'en suis le président. Oh, président. Qu'est-ce qui a présidé? Donc, alors, c'est une histoire un tout petit peu plus ancienne que 10 ans, Ouais. puisqu'il y a déjà eu des rencontres en amont, et notamment un colloque au musée Niepce à Chalon-sur-Saône, où Eric Sinatora a été, comme moi, invité à présenter les actions que l'on menait chacun respectivement chez soi, et sans se connaître à l'époque. Et il y avait une belle audience dans la salle, la salle était remplie, et il y avait un foisonnement d'initiatives que je trouvais toutes formidables et que je ne connaissais absolument pas, et personne dans la salle connaissait ni les uns ni les autres. Et cette invitation qui avait été faite par Francis Joly à l'époque a été
l'objet d'une de mes prises de parole ou une initiative un peu stupide comme ça, en m'engageant à la fin du colloque d'inviter tout le monde à Marseille pour continuer la discussion. Stupide? Non, comment dire, voilà, spontané. Voilà. Stupide parce qu'il a fallu 2 ans pour que ça prenne forme, mais l'idée était là. Et après, c'est effectivement dans une discussion dans les rues d'Arles avec, à l'époque, Nathalie Giraudot, qui est toujours directrice du CPIF, Christophe Laloy, qui dirige le festival Voix Off, en disant... Ici, en Arles. À Arles, oui, pardon. Et en se disant, mais... il faudrait peut-être qu'on se mette autour d'une table et qu'on discute de nos métiers. Et la réponse a été oui, c'est ça qu'il faut faire. Après, il y a eu une rencontre avec François Saint-Pierre à Lectoure qui m'a dit... Le photographe? Non, le directeur du centre d'art et de photographie de Lectoure. Ah, il l'avait déjà créé, oui. Qui me dit oui, c'est ça qu'il faut faire. Mais tout le monde avait peut-être pas avait envie que ça se fasse, mais n'avait pas forcément envie de le faire. Ils étaient bien contents de m'avoir trouvé. Donc, on s'est rencontrés la première fois en 2008 exactement. Et on s'est rencontrés 3 fois. On était 9 structures. Et on a fait que parler respectivement de nos métiers et de ce qu'on faisait et de comment on l'organisait et comment on travaillait avec les photographes. Et de cette notion de collectif. Et de cette notion de qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et quels seraient les enjeux et les engagements d'un réseau. Et effectivement, il y avait la première idée, c'était de nous faire connaître un peu mieux que ce qu'on pouvait l'être, et pour sortir du binôme Paris-Arles, Arles-Paris. Et deuxièmement, d'avoir un engagement sur la photographie contemporaine et la production et l'aide aux artistes, et un engagement sur l'éducation à l'image et l'éducation aux pratiques artistiques et culturelles. Ça, c'est les 4 engagements qui restent aujourd'hui la fondation de Diagonale. Oui, absolument. L'acte fondateur absolument. était déjà là. Ouais. Et puis cette diagonale, qui n'est pas la diagonale des fous, ça permet aussi de décentraliser finalement. Il y a une notion aussi poétique, et puis il y a une notion de s'emparer d'un territoire, peut-être le territoire national. Il y avait une notion transversale, horizontale, opposée à la verticalité souvent présente en France. Et l'idée, c'était sur cet hexagone de tracer des diagonales entre des villes qui étaient très éloignées et qui ne faisaient pas forcément des choses ensemble. Et ces engagements de coproduction se sont faits assez rapidement dans certains cas, naturellement, sur des accords artistiques, ou parfois ont dû s'organiser de manière plus formelle. Mais diagonale, c'était une diagonale des fous, parce qu'on est tous un peu fous quand on fait ce métier-là, mais en tout cas, c'était surtout l'idée de la transversalité, oui. La diagonale, c'est le lapsus de la ligne droite, me disait un ami romancier, Alexandre Labruffe. Et puis c'est surtout, alors pour le coup, cette volonté d'être ensemble, puisque vous dirigez aussi le Centre photographique Marseille, c'est une des 23 structures, on dit plutôt membres, vous concernant. Oui. D'ailleurs, la différence, vous la situerez comment entre membres, structures, partenaires? Ah non, mais les membres sont tous des structures. Oui. Voilà, donc, les membres sont structurés. Ouais. Non, oui, ils sont parfois structurés, parfois pas assez, mais ils sont une structure, c'est-à-dire une association, une régie municipale, un centre d'art, etc. Donc on le voit là sur cette carte qui est offerte au public venu nombreux ici vous écouter. Eric, il y a un maillage de toute la France. Il y a étrangement une France du vide dans ce que vous nous proposez, cette carte-là qui est étonnante, qui passe par plein de lieux surprenants, qu'on peut d'ailleurs peut-être citer. Vous voulez que je cite les 23 ? Peut-être pas les 23, ceux qui vous viennent là à l'esprit. Blablabla, je vais le Centre photographique Marseille, bien sûr. Oui, il faut que je sois bon communicant maintenant. Je sais pas, l'imagerie à Lannion, par exemple, qui est un des plus anciens lieux de photographie consacrés à la photographie en France, qui a, je crois, alors en tout cas jusqu'à récemment, un des lieux les plus importants en termes de superficie pour exposer la photographie, qui depuis plus de 30 ans, près de 30 ans, je ne sais pas, montre et expose les photographes, et qui a, dans sa programmation, exposé
littéralement l'histoire de la photographie. Peut-être qu'il y a 30 ans, c'était des choses qui étaient plus évidentes qu'aujourd'hui, mais en tout cas, quand on voit, et on a fêté le départ de Jean-François Rosepap il y a quelques mois, et quand on voit les affiches de toutes ces expositions, on a l'impression de revivre l'histoire de la photographie. Bah, si je quitte Lannion, je vais à Guingamp, je vais à Lorient, je vais à Nantes, à La Rochelle, à Niort, à Orthès, à Lectoure que vous avez évoqué tout à l'heure, Carcassonne, Arles, évidemment avec voix off, Marseille puisque vous y êtes, Clermont-Ferrand, Strasbourg. Et j'aime bien citer cette France-là de la photographie, de votre réseau. On en voit l'étendue à Strasbourg. On est maintenant Lunéville, Gentilly, évidemment avec la maison de la photographie Robert Doisneau. Derrière, à côté de vous, il y a celui qui la dirige, et Michael Houlette. Bonjour d'abord, merci d'être là. Merci. Comment on arrive à faire corps à ce point avec un réseau au point d'en être identifié? Elle n'est pas facile cette question-là. J'en sais rien, elle est venue comme ça. Bon, déjà, pour reprendre ce que vient d'expliquer Eric, c'est une construction. Ouais. Et c'est une construction qui s'est accélérée ces derniers temps, grâce et avec l'appui du ministère de la Culture, qui a eu l'excellente idée de créer une délégation à la photographie. Récemment, hein. Et très récemment, et qui a reconnu, qui a tout de suite perçu l'intérêt de cette envergure nationale, puisque cette implantation territoriale permet d'avoir un champ d'action qui est beaucoup plus vaste que n'importe quelle institution ou festival français. Donc c'est un maillage, c'est un réseau assez unique tout simplement. C'est un maillage qui est uni, pour reprendre le principe d'Éric, qui est uni par une passion, qui est la photographie. Alors c'est un terme un peu facile, mais je pense que toutes les personnes qui sont ici, tous les festivaliers, tous les photographes, tous les professionnels de la photographie sont fondamentalement animés par cette passion. Et avant même de parler de l'engagement, je pense que c'est le moteur premier de tous ces individus qui travaillent autour de la photographie. Le mot d'engagement ne vient pas spontanément à l'esprit, mais la passion, oui. Votre définition, vous, Michael, de l'engagement? Encore une difficile. Oui, merci. Il y a plein d'engagements possibles. Il y a l'engagement des photographes en premier lieu. Hein. C'est vraiment pas facile tous les jours pour beaucoup d'auteurs qui sont engagés dans cette voie-là professionnellement. C'est l'engagement des personnalités qui sont photographiées, qui sont investies dans certains sujets, dans certaines défenses de droit. Dans le projet qui va avoir lieu cet automne, il est question de Calais, par exemple. Et puis, c'est l'engagement aussi de tous ces professionnels et puis des membres du réseau Diagonale en premier lieu, puisque ce sont des structures, pour la plupart associatives, des structures à l'économie très, très fragile. Ce sont des gens qui travaillent depuis 20 ans, 30 ans, et puis pour dire franchement les choses, qui se payent au lance-pierre quand ils se payent. Hein. C'est ça la réalité des choses aussi. Et donc, s'il n'y a pas cette passion, s'il n'y a pas cet engagement, il n'y a pas grand-chose au final, parce qu'on ne fait pas ce métier ni pour l'argent, ni pour la reconnaissance, forcément. Laissez-moi me tourner vers le représentant d'une institution sans le soutien actif de laquelle ce réseau ne serait pas assez puissant. Je veux parler du Centre national des arts plastiques, que je nomme ainsi une première fois parce qu'après on l'appellera le CNAPS. Je crois que c'est plus simple. Yves Robert, plus simple, oui, vous êtes son directeur. Vous avez été reconduit d'ailleurs en 2017. Autant dire que vous la connaissez bien, cette institution. Votre définition, vous, de l'engagement ? Moi, je ne parlerai pas à la place des artistes que j'aimerais entendre sur cette question-là. Je pourrais parler d'un engagement qui est celui d'une institution publique et à travers elle, le ministère de la Culture, à l'endroit de photographes, donc d'auteurs, d'artistes qui sont présents dans une des collections les plus impliquées auprès d'eux et présents auprès de ceux qui sont leurs partenaires, qu'il s'agisse des galeristes qui accompagnent certains d'entre vous, qu'il s'agisse évidemment de ces lieux que les centres d'art photographique que nous avons décidé d'accompagner à travers ce projet qui est cet anniversaire et cette somme d'expositions partout en France. C'est assez naturellement que le CNAP accompagne ceux qui sont investis ça et là, et c'est une forme d'engagement d'une institution publique, indiscutablement. Comment il prend corps d'ailleurs, je vais pas
utiliser à nouveau cette expression. Concrètement, le CNAP a quel rôle à l'intérieur de cet accompagnement de ces expositions, ces 21 expositions, dont on peut voir d'ailleurs maintenant peut-être un diaporama qu'on va commenter au fur et à mesure qu'il défilera. Brièvement, je peux parler de l'engagement du CNAP à l'endroit de la photographie en règle générale. Et à travers cet engagement, on comprendra combien et pourquoi finalement ce réseau vient vers nous, Diagonale. Alors l'engagement du CNAP vers la photographie et ses auteurs, c'est d'abord, pour votre information, une des plus grandes collections publiques de photographie contemporaine. Il y a évidemment d'autres collections, mais parmi nos missions, nous avons le désir, le souhait, la nécessité de faire acquisition d'œuvres qui sont déposées dans les musées, vous le savez, prêtées pour des expositions temporaires. Ça peut être le cas à Arles, mais c'est le cas dans beaucoup d'autres centres d'art, qu'il s'agisse de la France ou de l'étranger. Et nous sommes par ailleurs commanditaires de projets de commande publique avec le soutien très direct du ministère de la Culture, puisque nous sommes une institution du ministère de la Culture quelque part. Nous sommes un bras armé de ce ministère. Donc quand je parle d'une institution qui convoque nécessairement la politique de l'État s'agissant de la photographie. Donc le CNAP, c'est d'abord cette grande collection, c'est plus de 12 000 œuvres, ce qui en fait un partenaire très important des photographes. C'est aussi des projets de commande publique, je l'ai dit, très particuliers. Là, sur le Grand Paris, par exemple, nous en serons à une 4e commande qui sera passée, un appel d'offres sera rendu public dans quelques semaines. C'est une commande qui, d'ailleurs, sera donnée à voir dans ce cadre-là, passée il y a quelque temps en association avec une structure qui s'appelle Pérou. Il s'agissait de travailler à partir du contexte de Calais. C'est aussi des soutiens à des éditeurs qui sont engagés dans le cadre de la photographie. C'est le soutien à des artistes qui sont désireux quelquefois de se nommer plus documentaristes qu'artistes et qui voient à travers un programme de soutien à la photographie documentaire une intervention du CNAP. Donc quand il s'agit de travailler ensemble, je regarde les représentants de Diagonale à table, il allait de soi que nous avions dans nos collections les outils, les œuvres qui leur permettaient de construire autant de projets qui mettraient en valeur ces œuvres et leurs auteurs. Donc ça va permettre de les articuler. Tout à fait. Articulés, et j'imagine, selon autant de regards que ceux des différentes directrices et directeurs qui sont à la tête de ces lieux. Puisque ce qui est important finalement, c'est donner à voir des singularités. Et ce que je comprends et que je trouve intéressant et très riche dans ce réseau, c'est qu'il est probable qu'on découvre une vingtaine de regards individuels ou collectifs, très différents les uns des autres. Et ça, c'est quelque chose de riche que de constater à la fois une implantation sur ce territoire national très très large et autant de regards singuliers. Et peut-être évoquer quelque chose qui ne doit pas vous déplaire, Yves Robert, c'est souvent le côté interdisciplinaire que chaque membre offre et que la photographie est prise comme un ensemble d'articulations avec les autres arts, et je parle là en général peut-être du numérique, mais bien d'autres encore. En tous les cas, moi j'aborde, ou le regard que je porte sur la photographie, c'est celui que je porte sur l'ensemble du champ de l'art contemporain. Je ne distingue pas, je ne sors pas la pratique photographique d'une pratique plus large qui est celle d'artistes ou d'auteurs contemporains. Pour moi, il s'agit d'une pratique contemporaine et c'est à ce titre-là que je la regarde depuis ma place, qui est celle du directeur du CNAP. À vos côtés, pour continuer ce tour de table impressionnant, on a le responsable au CNAP dans votre institution de la collection photo. C'est Pascal Boss. Bonjour. Vous êtes un peu connu comme le loup blanc ici, à Arles. Le critique d'art doit être redouté parfois. Alors je profite du fait que vous avez écrit un jour dans l'une de ses nombreuses expositions, je crois que c'était sur son travail autour de la frontière mexicaine avec les États-Unis, un très joli texte sur notre invité. C'est la photographe Elisa Lavergeau, mais c'est votre plume que justement artistique, je vais convoquer ici pour qu'on montre à quel point vous êtes attaché finalement et vous les aimez, ces photographes, à leur travail. Comment vous nous présenteriez Elisa? Alors, je ne me suis pas relu. C'était oui, il y a quelques temps. Et je me souviens très très bien du travail et du texte et du beau catalogue qui était consacré à ce travail réalisé par Elisa Larvego à la frontière entre le Mexique et l'Empire. Cette frontière qui sépare le premier monde de ce que ce premier monde considère comme le tiers-monde. Oui.
Donc Elisa avait choisi de travailler là, en relation à des gens qui habitaient sur cette frontière et passaient dans une illégalité, qui plus est, régulièrement cette frontière pour établir leurs conditions de vie. Donc cette manière qu'avait à ce moment-là, qu'elle reconduit différemment selon les projets, Elisa de travailler, m'avait effectivement beaucoup convaincu lorsque nous nous sommes rencontrés, puisque je pense que c'est cela le premier engagement des artistes qui pratiquent la photographie, c'est d'être en dialogue avec des formes de vie humaines et non humaines, d'entrer en relation avec elles, et plus qu'en relation, en collaboration, parce qu'on ne fait pas les images toutes seules quand on est artiste, on les fait en dialogue avec les personnes que l'on rencontre et auprès desquelles l'on vit. Et ce qui m'avait particulièrement convaincu dans cette méthodologie appliquée d'Elisa Larvego, c'était qu'elle a partagé plus que des instants. Elle vivait avec ces personnes qu'elle représentait alors. Et elle pouvait, de l'intérieur de leur famille, mieux comprendre tous les enjeux qui se présentaient aux différents membres de cette famille, séparés des deux côtés. Séparés pour une bonne raison, c'est préparer l'avenir. Leur souci premier aux parents de ces enfants qu'Elisa fréquentait et photographiait, ces enfants qui jouaient sur la ligne de cette frontière et dans une dangerosité extrême sans en être conscient, et on le voit dans le travail, c'est d'une beauté incroyable, la force du jeu des enfants, y compris sur ligne de tension militarisée d'un côté de cette frontière qui tente d'empêcher les migrations qui sont simplement des nécessités d'établir des conditions de vie plus confortables, et le souhait et l'engagement de ces parents, c'était de préparer l'avenir de leurs enfants. Toute leur organisation territoriale et familiale, et y compris ce sacrifice de se séparer des deux côtés de la frontière, était destiné dans l'espoir de permettre à ces enfants d'accéder à l'éducation et de construire une meilleure vie. Et donc, la manière dont Elisa a travaillé auprès de ses enfants, de leur mère, et dont elle a passé elle-même la frontière dans le bus, etc., était une manière très, très éloquente pour moi, très, très juste, de pratiquer l'art photographique aujourd'hui. C'est-à-dire pas simplement témoigner, mais comprendre de l'intérieur, construire une relation et produire une connaissance qui est partageable avec nous, les regardeurs. Elisa, je savais qu'en lui donnant la parole, il allait être intarissable sur votre travail. Ça doit être d'ailleurs un peu gênant de prendre la parole après, une fois qu'on a dit tant de choses. Mais juste avec vous, Elisa Larvego, voir quelle est la nature de votre engagement, puisque c'est la conversation qu'on a aujourd'hui en tant que photographe. C'est aussi une question difficile, mais ça peut être plein de choses. Une temporalité, par exemple, de rester longtemps sur place, de s'accorder du temps pour les rencontres, pour comprendre justement aussi, pour dialoguer. Et aussi, en tout cas, les sujets qui me tiennent à cœur, ils sont souvent d'ordre sociétaux, environnementaux. Et ça, c'est peut-être aussi une autre forme d'engagement. Je ne sais pas, c'est juste ce qui m'intéresse, ce qui m'interpelle. Après, est-ce qu'on peut appeler ça de l'engagement ? Enfin, disons que vous vous intéressez beaucoup à des sujets où il faut porter un regard souvent plein d'empathie sur des choses. Je pense à votre travail que vous avez fait à Calais. On va l'évoquer. Je pense aussi au travail que vous avez fait auprès des zadistes, où on ne les voit pas d'ailleurs, à Notre-Dame des Landes. Donc je pense à une approche particulière que vous donne certainement cette possibilité d'avoir des commandes. Alors en Suisse, puisque Suisse vous l'êtes un peu, vous êtes franco-suisse, vous appelez ça des mandats, j'ai appris. On vous mandate et vous avez donc ce que les photographes recherchent le plus, l'opportunité de travailler avec le temps dans quelque chose qui est très précieux. Oui. Après, dans les mandats ou les commandes, souvent il y a une question de territoire qui est imposée. On est plutôt... Bien sûr. Des fois, on a aussi une thématique imposée, mais ça m'arrive rarement, heureusement. Et donc, moi, j'aime assez aussi ces cadres-là. J'ai les deux pratiques. J'ai des projets personnels que je décide de faire par moi-même, selon aussi des fois qui sont
parce que j'ai été dans des résidences, donc des fois quand même provoquée par certaines situations. Mais aussi les commandes, c'est un enrichissement parce qu'on est aussi encadré, on n'est pas tout seul de notre côté. Et moi, j'aime bien ce regard extérieur de pouvoir collaborer. Là, sur cette commande de Réinventer Calais, on était 8 photographes, donc il y avait aussi des échanges entre les photographes, avec Pérou aussi, et avec le CNAP, donc c'était vraiment très riche. Justement, je m'adresse à nouveau à vous, très cher Eric Gudimar, vous qui êtes le président du réseau. Comment arrive cette idée-là d'une commande? C'est intéressant de le savoir. Comment vous faites ensuite pour que tout s'orchestre avec ce qui est votre force, c'est-à-dire le réseau derrière? Je pense que le CNAP sera bien plus à même de moi de répondre à comment s'organise une commande. Il y a actuellement dans la région des photographes qui font un inventaire de toutes les commandes qui sont passées depuis 30 ans sur le territoire de Marseille et de la métropole. Et ils ne se sont pas tenus à la seule idée de la commande avec un mandat, donc on dit, avec une thématique ou une obligation. Et il arrive assez souvent aussi que les photographes eux-mêmes se donnent des commandes et réalisent des projets en se donnant des objectifs et en construisant eux-mêmes leur projet. Donc l'idée de la commande, c'est l'idée du cadre en fait. Oui. Et l'idée du cadre, c'est évidemment l'idée de la photographie. Et c'est à l'intérieur de ce cadre que la liberté et la création existent. Arnaud Brignon, je me retourne vers vous. Vous êtes le dernier, mais enfin bon, désolé, c'est juste parce qu'il fallait qu'il y ait un dernier. Vous êtes dans une des formes, je trouve, du plus bel engagement que j'ai pu voir en photographie, qui est celui, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, qu'un père peut avoir avec sa fille. Et cette fille, c'est Joséphine. Parlez-nous un peu de ça. Ah oui, alors c'est vrai que ça, c'est une série que je poursuis finalement. À côté, on parlait de commandes et voilà, de résidence, et c'est vrai que ça fait partie aussi, moi, de ma vie et de mon quotidien, de travailler en résidence et en commande. Et à côté de toute autre forme de choses, je poursuis en effet ce travail presque naturel sur... je photographie en fait au plus près de moi, et ce qui est le plus près de moi, c'est ma famille, c'est ma fille qui grandit. Et c'est aussi du coup ce que, évidemment, toutes les questions qui évoquent l'idée d'avoir un enfant, qu'est-ce que ça bouge en soi. Et oui, alors je ne sais pas si c'est cet engagement... je ne sais pas... par rapport à la photographie, cet engagement, c'est plus quelque chose au long cours qui se poursuit à côté, en fait. C'est peut-être ça, c'est ce geste quotidien, c'est cette définition qu'on peut avoir du photographe qui ne vous quitte jamais, même au-delà de ces moments oui, en plus, du travail. En plus, il n'y a pas spécialement, pour cette série-là en tout cas, même s'il y a une exposition, il y a quelque chose, il n'y a pas, contrairement aux commandes, il n'y a pas de finalité. Je ne sais pas du tout, c'est quelque chose de très introspectif, je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Je sais peut-être quand elle ne supportera plus que d'être photographiée, mais peut-être pas, parce que peut-être que je trouverai une autre forme à ce moment-là. Mais voilà, il faut dire qu'aussi, on vous retrouvera bientôt au mois de novembre avec la 3e édition du Festival de photographie sociale. Là, vous avez travaillé sur des populations particulières à Carcassonne qui vous sont proches. Alors à Carcassonne, je travaille actuellement en fait sur un projet qui mêle Carcassonne et le centre photographie d'Ectour. C'est un projet d'échange entre les deux lieux, mais c'est pas ce qui sera exposé cette année au Festival de photographie de fiction documentaire. En fait, c'est un projet que j'ai réalisé en amont, même s'il y a des échos entre les deux. Un projet que j'ai réalisé en amont auprès de populations de Lectoure, d'Aucillon et de Valparaiso, avec cette même idée que la photographie pourrait être une excuse pour aller rencontrer l'autre, pour aller créer du lien en fait. Et c'est ça qui m'intéressait, cette idée en fait du lien social, et comment la photographie elle peut être aussi un outil pour à un moment recréer du lien et recréer aussi un lien vers l'autre. Et quand je dis l'autre, c'est on est dans un monde où on est de plus en plus enfermé dans son propre groupe d'appartenance. En plus, les réseaux sociaux renforcent cette idée-là. Et c'est que les photographes, d'une manière générale, et la photographie a cette curiosité, moi je trouve, d'aller voir ce qui se passe justement ailleurs. Et cet ailleurs, moi je le trouve aussi bien à 80 km de chez moi qu'à 15 000. J'ai peut-être même plus voyagé en partant
à Osillon dans la Montagne Noire ou à Lectoure dans le Gers qu'à Valparaiso au Chili, où finalement on retrouve dans les métropoles aussi un certain nombre de choses communes. Alors ces choses qui sont aujourd'hui proposées à partir de septembre, puisqu'on est dans la première prise de parole autour d'une grande manifestation nationale. C'est ça le plus étonnant, c'est que c'est le réseau Diagonale qui autorise une exposition aux quatre coins de la France. Éric Gudimard, comment vous avez imaginé ce programme, dont d'ailleurs la photographie iconique d'Elisa Lavergo, de cette jeune réfugiée au camp de Calais, a été choisie pour l'illustrer? C'est une bénévole, c'est pas une réfugiée. Mais alors ça, c'est très intéressant. C'est ça qui est intéressant, justement. C'est tout votre regard. C'est-à-dire que toutes ces photos sont effectivement prises à Calais et mélangent le regard que l'on peut avoir sur les gens. On ne sait pas qui est bénévole, et c'était toute la démarche qui vous a animé. On reste sur ce qui est aujourd'hui bientôt proposé. Alors, il y a deux choses. D'abord, il y avait la nécessité, quand on a déjà fait un événement commun, en 2016 au Carré de Baudouin, pavillon de Carré de Baudouin, et on voulait valoriser les nombreuses résidences photographiques qui avaient lieu en France. Et pour ce faire, on a eu le besoin de demander à une personne extérieure, Nathalie Hergerfer, de faire un commissariat et un choix parmi toutes les propositions des membres, ce qui nous évitait d'être jugés partis et ce qui nous permettait d'avoir un regard extérieur, alors en l'occurrence suisse, sur ce qui pouvait se passer sur les territoires. D'ailleurs, à l'époque, on était 16 membres. Et dès la fin de cet événement, on a émis l'idée de refaire à nouveau un projet commun, non pas dans un lieu unique, mais à l'échelle du territoire, à l'échelle de nos territoires. Et donc l'idée, la question, c'était comment justement mettre en place à cette échelle-là une seule exposition, qui serait on avait même l'idée de faire des visites virtuelles. On aurait pu passer de lieu à un autre lieu dans une chambre. Ça sera peut-être pour la prochaine édition. Mais c'était l'idée de base. Et devant cette idée-là, il y avait quand même un niveau de complexité qui était importante vu la faiblesse de nos moyens, qu'il faut rappeler. Mais c'est aussi peut-être pour ça que le dialogue s'est instauré avec Pascal Bose tout d'abord et avec le CNAP. Et je remercie Yves Robert qui a été immédiatement réactif sur cette idée-là et qui a immédiatement compris l'intérêt de trouver avec une collection nationale, avec une thématique qu'on arrivait à définir autour de cette idée de l'engagement, le potentiel à la fois de créer une exposition qui soit d'une certaine manière une seule exposition, mais qui soit en fait 20 ou 23 expositions différentes avec 23 entrées différentes qui correspondent à la particularité, à la sensibilité de chaque lieu. Yves Robert, c'est assez unique, on ne le redira jamais assez, cette exposition sur tout un territoire, alors qu'il n'y a pas lieu tous les ans, hein, on est d'accord. Tous les 3 ans, ça sera. Vous la regardez de quel œil, sans jeu de mots? Alors, sur la temporalité, c'est au réseau à répondre. On peut se réjouir à l'idée que dans 3 ans, il y ait de nouveau un rendez-vous national. Donc c'est effectivement assez rare que de constater qu'un réseau se met en scène de pareille façon. Mais il y a d'autres cas de figure. Mais s'agissant de celui-ci, moi je le regarde que très positivement. D'abord parce que c'est donner à voir nos collections. Et ça fait partie de notre mission de veiller à ce que les œuvres dont nous faisons acquisition par le biais de dispositifs d'acquisition classiques ou commandes soient données à voir. C'est l'objectif premier, acquérir. Marquer, pour rappel, c'est les collections de l'État sont inaliénables. Elles vous appartiennent, elles nous appartiennent. Et les donner à voir est notre mission première. Les donner à voir avec des partenaires. Donc moi, je ne peux que me réjouir à l'idée, et si j'ai répondu très positivement, immédiatement, c'est parce que c'est l'occasion de voir autant de regards portés. Et tout à l'heure, je parlais de singularité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est combien des auteurs qui sont des photographes, ça donnait à voir par d'autres auteurs que sont autant de commissaires en charge de ces lieux. J'aurais eu des doutes quant à l'idée qu'un seul regard soit porté sur l'ensemble de cette collection et donné à voir dans l'ensemble de ces lieux. Je pense que ce sera un peu totalisant. Et là, ce que je trouve très juste dans la façon dont vous avez décidé de travailler, c'est de vous autoriser, chacun, me semble-t-il, chacune et chacun en charge de ces lieux, à autant de regards, à partir effectivement d'un fond qui est très très divers. On l'a dit tout à l'heure, c'est une collection qui s'origine à la Révolution française, alors certainement pas s'agissant de la photographie, mais le CNAP est une très vieille histoire, en tous les cas la collection, ce fond, s'origine à la Révolution française et il ne cesse de se constituer.
Et donc, on est face à des objets, des œuvres, des modalités qui rendent compte d'un regard qui était celui porté par des auteurs à un instant donné. Donc, elle est très, très diverse. Et on le voit d'ailleurs à travers la programmation, c'est autant de propos très, très divers les uns des autres. Et ça, c'est une des qualités de cette programmation. Alors, je ne sais pas si le diaporama qui a été concocté par Jennifer Laborde, qui est chargée de la communication ici au réseau Diagonale, fonctionne, mais vous allez pouvoir voir défiler quelques-unes des images qui sortent des 21 propositions à partir de septembre, qui vont émailler tout le territoire national. Et puis je me retourne vers Pascal Boss, monsieur le commissaire aussi, vous qui êtes responsable de la collection photographie du Centre national des arts plastiques. Comment tenter de parler avec une forme d'homogénéité de ce qui va être livré, cette exposition polysémite qui va émailler notre 12 hexagones? C'est une vraie polysémie, donc pas d'homogénéité, mais une très heureuse hétérogénéité, comme on le disait à l'instant, autant de regards, et aussi selon les personnalités artistiques qui s'incarnent dans ces différents lieux. Donc le réseau Diagonale a choisi cet intitulé de l'engagement. Il faut dire que ça nous plaisait particulièrement quand ces animateurs nous l'ont proposé, ce thème, puisque nous considérons au CNAP comme particulièrement engagés auprès des photographes et des professionnels qui les accompagnent. Donc ce que j'aime dans ce programme, c'est la diversité de compréhension de ce que peut être l'engagement en photographie, parce que, là encore, je ne parlerai pas à leur place, mais il était très clair, il me semble, dans les intentions initialement énoncées par le réseau Diagonale, qu'il s'agissait aussi de parler de leur engagement auprès des photographes, par l'exposition, par les résidences, par toutes les actions qui sont les leurs. Donc artistiquement, on a là un panel très très large de pratiques, de positions. Certains lieux ont saisi l'occasion de travailler avec une collection nationale telle que la nôtre en allant puiser dans toutes ces strates historiques, puisque c'est une très belle collection qui commence en 1930 avec une très très belle image de Laure Albin Guillot. Et puis qui se développe surtout dans l'immédiat après Seconde Guerre mondiale, pour ce qui est de la composition de la collection. Et c'est surtout principalement déployé dans son intensité par l'action de l'acquisition et des commandes à partir des années 80, évidemment. Ce moment fondateur, refondateur, dont nous bénéficions encore, où le ministère de la Culture, Jack Lang, a initié une politique très déterminée et a donné des moyens supplémentaires aux institutions en charge de la culture, de l'art et donc de la photographie. C'est à ce moment-là que le CNAP a été créé, a intégré cette collection qui existait depuis 1791. Et donc, pour ce qui est de la collection de photographie, on a tous les grands noms de la photographie dans son âge classique après Seconde Guerre mondiale. Et beaucoup des lieux de ce programme ont saisi l'occasion de travailler avec nous en exposant Bérénice Abbott, Walker Evans, tous les plus grands noms, puisque d'entrée, lorsque le réseau Diagonale nous a approchés, je leur ai répondu on vous ouvre grand les portes des réserves et vous avez accès à toute la collection sans réserve aucune. Alors, qu'est-ce que ça a changé dans votre façon d'organiser la chose au réseau Diagonale? Michael Houlette, vous qui en êtes le secrétaire, en même temps que vous êtes directeur de la maison de la photographie Robert Doisneau à Gentilly. Comment vous vous êtes dit, on va avoir cette possibilité de démultiplier, de croiser les regards, les propositions? C'est un outil remarquable, tout à coup, qui tombe dans votre escarcelle. Alors, déjà, on ne parle pas de la photographie dans son ensemble. On est surtout sur le champ de la création actuelle et contemporaine, puisque la plupart de ces structures sont sur ce domaine-là. Quelques-unes de nos structures présentent de la photographie patrimoniale historique, mais finalement, c'est somme toute assez peu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que toutes ces structures ont une histoire aussi. Une histoire qui est implantée localement, qui sont des histoires qui sont très, très liées aussi à la personnalité des fondateurs, à leur centre d'intérêt et à leur cahier des charges propres. Ouais.
Nous sommes tous des lieux de diffusion, des lieux aussi de transmission, puisque la transmission photographie, la pédagogie par et avec la photographie, ça fait partie de nos cahiers des charges respectifs. Mais ceci dit, certaines structures sont davantage tournées vers tel ou tel domaine, par affinité, etc. En fait, vous avez une réunion, c'est une sorte de laboratoire, le réseau Diagonale. On ne trouve pas d'équivalent en Europe. On peut trouver un équivalent à peu près aux États-Unis, mais dans une autre dimension. Mais on ne trouve pas d'équivalent en Europe d'institutions comme ça, photographiques, réunies et qui travaillent ensemble. Donc ça constitue un échange d'expérience, un échange d'expertise qui est extrêmement positif et extrêmement dense. Les échanges, notre secrétaire général nous le faisait remarquer, Erika Negrel, les échanges à l'intérieur du réseau sont très très fournis. Est-ce qu'on peut même imaginer, là j'élargis, que ces échanges dépassent le cadre national un jour? Si vous évoquiez là les États-Unis, c'est intéressant d'imaginer que les États-Unis d'Europe de la photographie pourraient naître sous une impulsion, mais on en parlera peut-être à la fin. Mais, oui, voilà, alors, un peu embarqué dans quelque chose. On pourra parler de l'avenir de Diagonale plus tard, mais, mais je vais réserver un petit moment pour ça. Encore une fois, c'est un réseau qui est en construction. 5 nouveaux membres sont arrivés. Très récemment, ça va être à nous maintenant de pouvoir gérer cette, je dirais, montée en puissance. C'est boursouflé, vous êtes en train de me dire, le réseau? Non, absolument pas. Et cette capacité à gérer, parce que vous imaginez bien, des structures au quatre coins de la France, il faut pouvoir se réunir, il faut pouvoir aussi s'entendre, parce qu'on ne s'entend pas forcément sur les thématiques. Et même intensifier la notion de réseau, j'imagine, entre vous, de correspondance. Absolument. Et puis, en ce qui concerne, pour répondre précisément à votre question, en ce qui concerne le sujet, c'est davantage un principe qu'un cadre. C'est-à-dire qu'on s'est entendu avec le CNAP, qui nous a ouvert grand ses portes. Et après, c'était en fonction des lieux, en fonction des envies, en fonction des moyens, la possibilité de mettre en place tel ou tel projet. Alors, je vais prêcher un peu pour ma paroisse, mais pour ce qui concerne pour la Maison Douaneau, c'était assez simple. On a un cahier des charges dédié à la photographie humaniste. Les auteurs que nous avons présentés, Philippe Bazin et Christiane Voller. Christiane Voller est philosophe, donc je ne peux pas vraiment parler de photographie en ce qui la concerne, mais Philippe Bazin est quelqu'un qui a remis en question la représentation de la figure humaine très tôt dans son travail. Il s'avère que Philippe Bazin était présent, et particulièrement présent dans les collections du CNAP, et il s'avère qu'en plus que la dernière série de Philippe Bazin consacrée aux solidarités en Grèce a fait l'objet d'un financement de la part du CNAP dans le cadre d'une bourse de recherche. Donc c'est un peu comme ça que le projet s'est présenté, mais si on regarde les 21 propositions, on a 21 histoires d'exposition. C'est Catherine Merklin à la Chambre qui va parler du corps des femmes, c'est l'imagerie qui va parler de la famille, c'est Calais au CPIF, voilà. Alors, Calais, Elisa Lavergo, justement, puisque tout à l'heure, on a commencé à évoquer quelque chose qui est à la racine de votre engagement là-bas, ou de votre démarche de photographe, moi, ma méprise entre cette jeune fille qui aurait pu être une réfugiée et qui est en fait une bénévole. Le vernissage a lieu, si je vais sur le programme, au Centre photographique d'Île-de-France, à Pontoncobo, là-bas. Ça sera le 5 octobre prochain. Vous avez envie de nous dire quoi pour qu'on comprenne justement ce qui est un travail de photographe dans le cadre précisément de cette manifestation d'envergure nationale? Donc le travail que je vais montrer, c'est la commande que j'ai réalisée à Calais avec les 7 autres photographes qui ont participé à cette commande. À l'époque de la jungle, hein? Voilà. Pas démantelé encore. Mais en fait, cette commande ne nous obligeait pas de travailler sur la jungle. C'était juste le territoire de Calais. Enfin, on devait travailler sur la région de Calais. Vous étiez 8. Voilà. Mais il n'y avait pas de thématique imposée. Il n'y avait même pas l'idée forcément de travailler sur la migration. Ou sur, après, moi, vu mon travail, j'ai été un peu partout, mais quand même, c'est vrai que la jungle de Calais m'a plus intéressée que la ville, par exemple, de Calais. Et donc, j'ai travaillé assez rapidement sur les bénévoles et leur lien aux réfugiés, ou vice-versa, les réfugiés et leur lien aux bénévoles. Parce qu'assez rapidement, je me disais, finalement, je n'ai pas beaucoup d'images en tête des bénévoles, même avant d'y aller.
Alors je dirais pas que j'avais l'idée en tête avant d'y aller, que j'allais faire un projet là-dessus, parce que j'ai toujours besoin de me rendre sur place pour vraiment savoir qu'est-ce que je vais réaliser. Et même, c'est venu un peu en cours de route, et il y a eu des chemins de traverse assez souvent. Voilà, ce qui m'intéressait aussi, les légendes sont assez précises, mais par contre, je ne précise pas si c'est des bénévoles ou des réfugiés. Et ça, c'était important pour moi qu'on ne sache pas, en fait, parce que les bénévoles sont aussi marginalisés. J'ai choisi des bénévoles qui travaillaient à l'Auberge des Migrants, qui est une association calaisienne, et qui ont aussi un campement dans des roulottes et qui ne sont pas en uniforme, qui ne sont pas dans une association étatique, etc. Voilà. Cette thématique que vous avez choisie, Éric Gudimard, vous, le président du réseau Diagonale, cette année, l'engagement, vous conduisez nécessairement à poser un constat un peu politique, non, et artistique, certes, sur la photographie en France. Oui, j'avoue d'ailleurs que c'était un peu l'idée de la demande au CNAP, parce que j'avais quand même remarqué que la collection avait une entrée politique très forte. Et c'est vrai que c'est l'axe que j'ai choisi à Marseille pour l'exposition qui sera présentée le 11 octobre, avec les représentations du pouvoir. Et c'est autant d'un point de vue médiatique que artistique, où la notion de pouvoir est aussi politique, sociale, humaine. Et c'est vrai que c'est une question qui m'intéressait de poser. Alors, je ne sais pas si c'est le quotidien d'un directeur de lieu culturel qui est obligé de se battre avec des politiques, mais j'avais envie de parler de politique. Donc voilà. Et c'est vrai que c'était une des questions qui était à la base aussi dans la thématique de l'engagement et dans le fait de se dire, à un moment donné, on va peut-être tous collectivement, et j'espère qu'il y aura plein d'initiatives dans chaque structure pour développer des rencontres, des débats autour de cette question-là, de cette question politique qui est la place de l'artiste dans la société, d'une certaine manière. Alors, pour ne rien esquiver, je fais peut-être un petit pas de côté sur cette question-là du politique, en vous choisissant pour ce dernier moment, ce dernier quart d'heure de rencontre autour de cette thématique de l'engagement et du réseau Diagonale, de parler donc du coût de la situation aujourd'hui des photographes. Il y a pas mal de coups de gueule qui sont régulièrement posés justement par certains d'entre eux qui prennent certains risques de publiquement les poser, ces cris qui sont parfois assez désespérés, il faut l'entendre. Le dernier qui a retenu mon attention, c'est celui du photographe Matt Jacob, qui est un des créateurs d'un collectif que vous connaissez bien, de Tendance Floue, qui commence comme ça, alors je me permets de le lire, coup de gueule: ne dites à personne que je suis photographe, ou dites à tout le monde que je ne le suis plus. Et il continue. Le métier de photographe n'existe plus, je veux parler de celui que nous exercions encore il y a peu. Nous étions des observateurs, témoins d'une époque, porteurs de contenu et passeurs d'histoire. Nous cherchions du sens, c'est ce qui définissait nos journées, nos valeurs, nos amis, notre mode de vie. Il y avait une économie, certes fragile, mais bordée de quelques règles tacites. Nous rapportions des récits du bout du monde ou des préoccupations intimes au pied de chez nous. Nous répondions à des commandes de la presse où nous nous engagions dans une histoire personnelle. Nous avions des interlocuteurs dans les rédactions. L'iconographe, le directeur artistique ou le rédacteur en chef nous recevait, nous écoutait et tirait le meilleur de nous-mêmes. Et son travail consistait à valoriser la passion du photographe. Nous donnions un nom à cette profession, aux univers variés, photographe-auteur. Matt Jacob est-il en train de se faire harakiri, Yves Robert, en disant ceci? Mais j'imagine que ce qu'il dit, vous l'avez déjà entendu il y a déjà des années et des années, et que tout ceci ne fait que s'intensifier. J'aurais un peu de mal à répondre. Simplement, il me semble effectivement qu'une photographie dite journalistique, ou qu'en tous les cas l'espace de la presse est plutôt en crise, et que donc ceux des photographes qui étaient plutôt présents sur ce territoire-là connaissent indiscutablement des difficultés. Le lieu du CNAP n'est pas de venir corriger ces choses-là. Le lieu du CNAP est venir dire que ceux des photographes qui revendiquent d'avoir une pratique d'auteur, qui la nomment artiste, photographe, tout ce que vous voulez, ont place et ont raison d'être
à nos côtés, qu'il s'agisse d'acquisition ou des problèmes de commande. Moi, je ne peux pas, à travers l'outil dont je dispose, venir pallier des défauts qui me semblent réels quant à la capacité des organes de presse à assumer ce qu'ils devraient être, de mon point de vue, leur travail, leur engagement auprès des auteurs photographes. Mais Pascal, peut-être peux-tu rajouter quelque chose? Et je voudrais juste réagir un tout petit peu, parce qu'on a beaucoup parlé de la question de... Peut-être, je suis très... Robert, oui. Non, j'y vais. Je suis très tenté, donc je le fais, de solliciter Marion Islaine, qui est déléguée à la photographie auprès du au ministère de la Culture, et qui, par ailleurs, la remercier de son accompagnement de cette manifestation. Et peut-être Marion est plus à même de répondre que nous-mêmes. Alors le micro va se diriger vers Marion Islaine. Vous êtes gentil de le prendre au vol comme ça. C'était pas une apostrophe que directement je vous faisais par le biais de Matt Jacob. Je l'ai senti venir. Vous l'aviez senti venir. Alors je vous laisse. Alors peut-être avant, oui, Éric Gudima. Ah bon? Je ne sais pas, tout à l'heure, vous aviez le micro, vous appréciez... Oui, je voulais dire deux choses. Le rôle de transformation technique est important, le numérique. Oui. Moi, je dis souvent que le numérique n'a pas changé la photographie, mais il a changé les photographes. Ça, c'est sûr. Et par exemple, quand un photographe fait une commande, avant, il donnait au laboratoire qui traitait l'image et qui la produisait, etc. Et c'était dans le coût. Aujourd'hui, c'est le photographe qui le fait, qui passe parfois des heures à faire ça, et il n'y a pas de coût pour ça. Donc, c'est un exemple. Et la deuxième chose que je voulais dire, on parle beaucoup du droit de représentation, mais là-dessus, on est très à l'aise avec ça à Diagonale, parce que c'est quelque chose qu'on a inscrit dans un chart en 2011. Et pour simple exemple, le festival des Photonales de Beauvais, depuis très très longtemps, rémunère les photographes qu'il expose. Et nous, à Marseille, quand on expose des photographes, on leur donne des droits d'auteur. Donc, mais ici, cela fait qu'un an que les photographes, après le mouvement, paye ta photo, qui était l'année dernière. Je ne sais pas aujourd'hui ce qu'il est devenu. Mais c'est un mouvement important qu'il faut nous soutenir, accompagner. Définir qu'est-ce que va être le droit de représentation, le quantifier, c'est une chose très très complexe. Si on a une exposition de 20 photographies, de 40, de 60, qui dure un mois, une semaine ou plus, c'est vraiment des... Enfin, le normer, c'est compliqué. Ça peut dépendre du photographe en lui-même et de son expérience et de son niveau. Enfin, il y a beaucoup de paramètres et c'est peut-être un des chantiers à venir. Mais c'est vrai que l'annonce l'année dernière à Perpignan et à Marseille m'avait un petit peu... et je remercie d'ailleurs beaucoup les rencontres de nous donner cet espace de table ronde pour parler de tout ça, parce que c'est une question essentielle. Table ronde à laquelle s'invite comme ça opportunément Marion Islaine. Avant d'être déléguée à la photographie au ministère de la Culture, vous étiez auprès des photographes très présentes avec un festival qu'on aime bien, Circulation. Et sur la circulation des choses qui vont mal, vous avez certainement quelque chose à nous dire. Alors, bonjour à tous. J'ai essayé d'être discrète, mais en fait, c'est raté. En fait, Yves Robert se venge parce que je suis arrivée un petit peu en retard. En fait, c'est pour ça. Tout ça, c'est. Alors, on va pas là parler de l'économie parce que c'est un vaste sujet complexe et c'est pas le sujet d'aujourd'hui et de la table ronde. Le ministère est très engagé sur ces questions-là. Elle a lancé le CNPAV la semaine dernière, donc, qui est le premier conseil national sur ces questions de droit d'auteur. Je vais vous faire une petite danse. Et donc voilà. Donc le CNPAV a été lancé la semaine dernière. On est très attaché au droit de représentation. C'est un combat qu'on mène depuis maintenant 1 an et demi avec le ministre et toute l'équipe du ministère. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Oui, le numérique a changé la façon de diffuser, les forces en présence, etc. Oui, la presse ne va pas très bien. Après, il y a des nouveaux acteurs qui rentrent. Instagram a changé la donne. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est très compliqué, c'est que la photographie et la façon de se rémunérer de la photographie, quasiment, c'est des cycles. Et tous les 15 ans, il faut se réinventer. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Quand on a pris l'habitude de travailler sous une certaine forme, tout d'un coup, au bout de 15 ans, de se dire il va falloir que je retrouve une nouvelle façon de me rémunérer. Mais il y a des nouvelles poches d'air qui arrivent. Mais voilà, il faut se transformer, se réinventer systématiquement, c'est pas évident. Mais se réinventer. Ouais, c'est vrai. Je peux pas mieux dire que ça. Mais c'est un vaste sujet et on y travaille beaucoup et on est très attentif à ces questions-là. Voilà. Je peux pas être plus précise. Yves Robert, allez.
puisque vous avez piégé Marion Iselin, répondez-lui sur cette notion-là qui me semble importante, parce que souvent, c'est un peu ça qu'on s'entend dire quand on est photographe et qu'on commence justement à aller poser ses coups de gueule et ses interrogations un peu sournoises. Il faut vous réinventer. Merci. Réinventer une collection un peu ancienne, c'est compliqué. Et réinventer une institution, c'est pas aisé non plus. Par contre, faire en sorte que celle-ci soit plus partenaire qu'elle ne l'était et associée à ce type de manifestation, sans se réinventer, c'est en tous les cas un signe tout à fait assumé de notre part. Et après, il n'y a pas... le clin d'œil à Marion, c'était simplement dire qu'on parle d'endroits différenciés et que finalement, à nous tous, on arrive à tenter d'aborder une somme de questions qui concernent les auteurs qui sont ces photographes. Ensuite, on y répond différemment selon les outils dont on dispose. Il y a des outils législatifs, c'est à l'État à manipuler. Il y a des outils programmatiques, il y a des outils qui sont ceux d'une collection telle que la nôtre. Et c'est probablement par l'addition de tout cela qu'on peut tenter soit de minorer les effets de crise que peuvent avoir certains mouvements qu'on vient d'évoquer, soit inversement de se dire, face à une telle situation, comment tenter de répondre au mieux en étant là plus souple, là plus audacieux, là tenter de faire en sorte que les informations soient partagées. Par exemple, les commandes publiques que nous évoquions, elles s'adressent à vous tous qui êtes des auteurs photographes. Et ça, il faut vraiment prendre la mesure. Vous allez sur le site du CNAP, vous avez des informations claires quant à ces dispositifs et n'hésitez pas à répondre. C'est-à-dire que j'ai mémoire, par exemple, d'une des dernières commandes, Flux Grand Paris. C'est une somme importante de propositions qui nous ont été faites. Et ça, c'est important de se dire que la qualité de cette collection, ce qui fait aussi sa qualité, c'est sa capacité à saisir, s'agissant du champ qui est convoqué à l'instant, des regards très différents les uns des autres. C'est probablement cette dimension universaliste qui pourrait apparaître parce que capacité à intégrer des propos très différenciés les uns des autres. Arnaud Brignon, est-ce que Joséphine, votre fille, sait que son papa doit continuellement se réinventer pour lui payer ses couches-culottes, aujourd'hui son passage à l'université bientôt, enfin là on n'est pas encore là? Juste entre les deux. Elle est juste entre les deux. Oui, alors cette histoire de réinventer tous les 10-15 ans, moi c'est plutôt... Je dirais que c'est plus court, hein, c'est plutôt tous les 2 mois qu'il faut envisager de se réinventer. Voilà. Parce qu'en fait, j'ai lu le coup de gueule de Matt Jacob et en fait ça m'a fait un peu rêver d'un monde... personnellement ça m'a fait un peu rêver d'un monde perdu mais que j'ai pas connu puisque ça fait que 10 ans que je suis photographe et donc j'ai pas connu... Vous n'avez pas connu le monde des seigneurs par exemple. J'ai pas connu ce temps où on pouvait en effet partir, revenir, avoir ces images qui vivent après, etc. Et vous pouvez parler à l'iconographe dans un journal. Alors, on peut quand même toujours parler à quelques iconographes dans les journaux, heureusement, dans certains. Mais c'est vrai que je donne des cours des fois et on me demande comment je vis. Et en fait, ça fait 10 ans que je vis de la photographie, donc je suis d'accord qu'il y a des espaces et que c'est possible. Mais en fait, je ne saurais pas dire quelle économie est possible parce qu'en effet, il y a un peu, c'est un peu un mélange de bouts de trucs qui s'additionnent et c'est quand même assez compliqué. Et dès qu'il y a quelque chose d'un peu sûr, souvent ça s'écroule. Par exemple, moi je fais partie d'une agence qui s'appelle Signature et qui a été en très 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 grande difficulté il y a 2 ans. Là, ça va un petit peu mieux, mais en fait, il n'y a jamais rien de stable, c'est toujours très compliqué. Alors les bourses et les dispositifs, c'est vrai, existent. D'ailleurs, j'ai bénéficié d'une bourse du CNAP il y a quelques années. Et ça aide souvent plus à faire des projets, mais ce qui est déjà bien, à vivre, parce qu'il y a cette question de pouvoir payer ses propres projets, et puis après pouvoir payer les couches culottes de Joséphine. Et ces 2 questions souvent différentes, on arrive à trouver quand même de l'argent, je trouve, pour arriver à financer les projets. Plus difficilement pour se payer, vous parliez des droits de représentation, c'est quand même toujours un combat, et je trouve qu'on nous vend beaucoup de visibilité et moins de droits de représentation. Elisa Lavergo, est-ce que c'est plus simple de l'autre côté du lac Léman où on paye toujours en francs suisses? Non, je suis un peu méchant en disant ça. Mais je crois que c'est plus simple, par exemple, en Suisse pour les photographes. Après, ça dépend. Il y a vraiment de tout. Il y a des photographes qui font de la publicité. Enfin,
le monde de la photographie, il est très large. Les mondes de la Les photographie, mondes, ouais. Donc j'ai des amis qui sont devenus photographes justement publicitaires, qui gagnent très bien leur vie, ça c'est sûr. Mais probablement à Paris, ça existe aussi. Après, dans mon domaine, il y a toujours des creux de vague, ça je peux pas le cacher. Donc il y a quand même des moments où je me dis mais comment ça va être après, comment ça va être en 2020, comment ça va être. Enfin, il y a toujours des doutes parce que j'essaye de faire quand même ce que j'aime. Dans l'idéal, je suis pas dans une agence de presse, donc j'ai pas de revenus sûrs en fait. J'ai aussi cette année j'ai un soutien du CNAP pour continuer un projet aussi. J'ai la chance d'avoir ça. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'aide en Suisse du Fonds municipal d'art contemporain, de bourses, etc. J'ai la chance de pouvoir aussi passer côté art contemporain et pas que photographie, parce que j'ai été dans une école d'art. Peut-être ça aide aussi. Mais c'est vrai qu'on est moins nombreux en Suisse. C'est peut-être plus aidant. Il est peut-être dans ce genre d'exercice. Oui, Arnaud. Comme puisqu'on est à la table diagonale, que personnellement, moi, c'est quand même les centres justement d'art du réseau qui m'ont fait vivre toute l'année passée. Donc, on parle de financement, c'est vrai que c'est important justement. Je pense les histoires de résidence, de commandes, pour le coup, sont quand même des supports pour nous photographes. Aujourd'hui, en tout cas, il y a une économie ici. Je disais qu'il était peut-être, vous avez envie, Eric, de réagir, mais c'est peut-être la dernière question qu'il faut poser. Dans ce genre d'exercice le plus difficile, c'est terminé, plutôt que de commencer, non? Et c'est aussi peut-être ce qui me fait dire qu'un réseau comme Diagonale ne craindrait qu'une seule chose, finalement, c'est de voir l'aventure se terminer, non? Les énergies se tarir. Eric Goudimard. Goudimard. Oui, pardon. Les énergies se tarir, ça c'est une vraie question, parce que l'engagement de chacun, il est aussi parfois sujet à une forme d'épuisement. Moi je voulais répondre tout à l'heure sur l'engagement, je voulais pas répondre, mais j'ai réfléchi, et l'engagement il existe parce que il répond à une nécessité. Et cette nécessité, chez les artistes, c'est une nécessité intérieure très forte, et je pense que chez nous, c'est une nécessité sociétale, de faire du lien entre les artistes et les gens et les publics. L'épuisement, mais il y a des nouvelles forces qui arrivent, il y a des nouvelles personnes. Bientôt, je vais pouvoir prendre ma retraite. Il y a une autre chose que je voulais dire, c'est qu'on ne le voit pas trop sur la table, mais c'est bien que Marion soit intervenue, mais il y a relativement la parité dans le réseau. Puisqu'il y a autant de directeurs que de directrices. C'est bien de le souligner, ça. C'est vrai que Elisa était un peu seule au milieu de tous ces hommes aujourd'hui. Il y a 3 structures qui sont co-dirigées par des hommes et des femmes. Et aujourd'hui, par exemple à Marseille, on fait vivre des photographes aussi par les actions éducatives. 80%, 70% des personnes artistes qui interviennent chez nous sont des femmes. Donc ça, c'est une part de l'engagement, une part de la... Après, la question de l'épuisement se pose aussi pour tout le monde et pour les artistes. Et combien de fois j'ai vu des gens qui me disent j'en ai marre, j'en peux plus, je fais des dossiers, j'ai du mal, et ils se tournent vers les structures pour pouvoir trouver un moyen peut-être de continuer. Et je voudrais juste citer, puisque c'est le moment de finir, on expose un artiste français, Jean-Louis Garnel, en ce moment, et on parlait de ça. Et il me disait, il a beaucoup enseigné, et il me disait, ce qu'il faut d'abord, c'est continuer, ensuite il faut commencer. Ça, c'était une jolie parole conclusive, mais j'ai presque envie de plutôt imaginer que vous êtes que des pré-adolescents. Alors je sais que c'est un âge difficile. Et ici, on est avec... un quinquagénaire bien portant à Arles. Comment, Michael Houlette, vous imagineriez dans 40 ans fêter les 50 ans du réseau Diagonale? Ah voilà une vraie question. En fauteuil roulant, non? Certainement pas. Bah écoutez, on peut imaginer qu'il y a environ... C'est difficile à déterminer, hein, mais peut-être une quarantaine de structures en France uniquement dédiées à la photographie aujourd'hui. Alors c'est beaucoup, j'en parlais tout à l'heure, comparé à d'autres pays, c'est beaucoup. Oui, on n'aura pas le temps d'évoquer l'Europe, hein, donc non, on est d'accord.
Mais si on compare avec des conservatoires, avec des théâtres, c'est très très peu, c'est rien, on ne pèse absolument rien. Donc on peut imaginer quand même une vision un peu expansionniste, multiplication, vous parliez de zones blanches tout à l'heure, il y a des régions, des villes, des grandes villes qui ne sont pas encore dotées de structures photographiques. Donc c'est certainement là l'avenir. Et il y a fort à parier que, on entend parler de projets qui sont en gestation, il y a fort à parier que dans certaines de ces grandes villes, il va se passer ce qui s'est déjà passé, c'est-à-dire que des initiatives individuelles vont générer des nouvelles institutions. Yves Robert, sur ce futur que vous souhaiteriez accompagner du réseau Diagonal? Le même nécessairement, mais au-delà, je pense que la photographie, celle que vous présentez, a toute sa place dans d'autres lieux que sont les lieux strictement impartis à la photographie. Elle a déjà sa place dans nos centres d'art, FRAC, musées. Et je pense que la question, c'est certainement pas, ou en tous les cas, il faut veiller à ne pas l'enfermer dans des centres qui seraient qualifiés de photographie. Elle y a toute sa place, mais elle a aussi toute une place et elle est présente dans les fonds régionaux d'art contemporain, dans le centre d'art, dans les musées, et qu'elle soit là ou là, finalement, à titre personnel, quand je suis spectateur, ça m'importe assez peu. Ce qui est important, c'est qu'elle soit visible, qu'elle soit respectée, ses auteurs soient rémunérés, vous le disiez tout à l'heure, et qu'elles connaissent ce qu'elles connaissent, c'est-à-dire une vraie lisibilité. Pascal Bos, je prends un risque, j'en ai conscience en vous donnant le dernier la parole, parce que vous risqueriez d'être aussi intarissable sur ces 50 ans que vous imagineriez, ce rêve, mais pas ce cauchemar, du réseau Diagonal. Je travaille dans le présent. Et nous, CNAP, nous engageons au quotidien auprès des artistes, des structures. Et c'est ce présent qui nous importe, véritablement. Je ne prétendrai pas faire cet exercice d'anticipation. Je crois que c'est beaucoup plus intéressant d'agir ici, maintenant, dans le présent. C'est notre rôle, à nous, CNAP, qui sommes en prise directe avec les artistes, les créatrices, créateurs qui font l'art de notre temps. Et c'est beaucoup plus exaltant. Plutôt que se référer à un passé idyllique, fantasmé, rêvé, parfait, on peut agir dans le présent, améliorer les choses. L'une de nos actions au CNAP, ça a été de créer il y a 8 ans une aide à la photographie documentaire contemporaine. On a aidé environ 150 projets déjà aujourd'hui, que vous pouvez voir publiés dans la presse, dans des ouvrages, exposés dans les musées, les centres d'art, les centres photographiques, entrés dans des collections et pas seulement la nôtre. Donc je pense que cette action-là que nous avons au CNAP, qui est très déterminée, qui est véritablement à l'écoute des artistes, elle m'importe beaucoup plus que de vous proposer une vision rêvée, idéale d'un futur que je ne saurais nommer, puisque ce futur, il nous est présenté à toutes et à tous par les instances de pouvoir qui sont en charge ou qui se donnent le pouvoir de créer le visuel contemporain. Ces instances distillent la peur. Okay, pour notre part, nous ne cédons pas à l'intimidation. Nous sommes dans une dimension tout à fait optimiste, positive, face au réel dans lequel agissent les artistes en le représentant et en faisant plus que le représenter, en y construisant des possibilités d'avenir dans une collaboration entre les formes de vie humaines, non humaines, puisque les enjeux sont énormes, puisque l'on passe notre temps à entendre des messages qui tentent de faire peur, et on sait pourquoi, pour contrôler des populations. Je pense que la figure de l'artiste, et qui plus est pratiquant la photographie, de par sa relation ontologique au réel, est cruciale, plus que jamais essentielle aujourd'hui dans nos sociétés. C'est-à-dire créer des contre-pouvoirs, proposer des contre-histoires plutôt que de raconter des histoires, proposer des récits. Et là, on est au plein cœur de nos engagements, de ce qui nous rassemble, les différents centres d'art de Diagonal et le CNAP, autour des photographes qui inventent au quotidien la photographie contemporaine. Alors nos auditeurs pourront aller sur le site du réseau Diagonal pour voir cette photo. Ça ressemble à une scène, sur ces paroles presque christiques. Nous sommes
apôtres de la photographie contemporaine. On remercie, en se quittant bien sûr les rencontres d'Arles, de nous avoir si bien accueillis ce soir. La nuit promet d'être belle, car en ce mardi 2 juillet de l'an de grâce 2009, c'est l'inauguration donc, qui continue de la 50e édition des rencontres qui battent leur plein. Merci de nous avoir permis de réaliser cette première prise de parole publique autour de la manifestation nationale planifiée par le réseau Diagonale. Tout le programme des 21 expositions et des actions qui commenceront le 13 septembre à la Galerie Confluence à Nantes et se prolongeront jusqu'au mois de février 2020 est consultable sur le site www.réseau-diagonale.com, diagonale sans E final, car il n'y aura pas de fin. Et puisque les meilleures choses en ont parfois une, on se quitte à nouveau sous les applaudissements de notre public dans la cour Fanton à Arles en remerciant l'ultra dynamique Erika Negrel. Ben oui, c'est la secrétaire générale du réseau qui est assistée de Jennifer Laborde à la communication. Un grand merci aussi à Nathalie Dran pour son sens du réseau. Vous pouvez liker et partager ce qui deviendra par la magie de la révolution de l'audio digital en route. Je le dis comme ça, mais j'aime bien ça. Un podcast qui circulera sur les sites des 23 membres du réseau Diagonale, sur leurs réseaux sociaux, ainsi que sur ceux de tous les partenaires, dont le CNAP et pourquoi pas le ministère de la Culture, on l'espère. Une table ronde devenue une émission produite par En Roue Libre, le podcast des festivals et des événements culturels réalisé par Benoît Artaud. À la technique, c'était Willy. Merci Willy. À bientôt, En Roue Libre, comme la photo, évidemment. Je m'immisce au milieu de vous. Qu'est-ce qu'on retient d'un débat pareil ? Oula, beaucoup de choses. La belle envolée de Pascal Boss à la fin, qui était magnifique, qui me parle vraiment beaucoup. La question de la mutation, les difficultés de devoir muter régulièrement, effectivement, c'est quelque chose d'assez puissant et compliqué. Une définition comme assez vague de l'engagement, j'ai trouvé quand même. Moi, dans ma pratique, je trouve que l'engagement, c'est quelque chose qui va un peu plus loin. Mais autrement, non, c'est très intéressant. La question de la projection vers l'avenir. Est-ce qu'il y aura toujours de la photographie dans 50 ans ? Et sous quelle forme ? Ça s'appellera peut-être autrement. J'ai bien aimé les réflexions de Pascal Boss à la fin sur l'ici et maintenant. Voilà, que les choses se font là, je pense avec les photographes et les artistes. Et cette liberté, oui, peut-être de parole aussi par rapport au ministère ou à l'État, à ce qui se passe actuellement, qui est une possibilité quand même de parler, une liberté qui est toujours possible. Voilà, ça c'est assez fort. Merci à vous.